Voilà, nous allons essayer de rester un petit peu sérieux pour notre dernière conférence de la journée, puisque nous allons nous intéresser à un projet audacieux qui a pour objectif de porter un tout nouveau regard sur la cuisine. Alors un regard parfois un peu trouble, mais qui ne manque pas de susciter la curiosité. Il s'agit des recettes pompettes. Et pour nous parler de cette aventure, qui a pas mal secoué le cocotier, comme on dit ici, à son lancement, nous accueillons donc Lorenzo Benedetti, qui est CEO des studios Bagel. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir. Ça va? Très bien. Très bien. Alors les recettes pompettes. Bah écoute, déjà j'ai une question. Est-ce qu'on va faire une conférence pompette? Alors ça, je sais pas ça. Parce que je vois dans Ça ne la dépend salle, pas de moi. il y a des gens qui commencent à boire un petit peu. Bon, c'est un before. Je suis ravi. Et ben voilà, tu vois, Voilà. c'était pas Pourquoi ça préparé. va vers moi? C'est du vin suisse, j'espère. C'était prémédité ça? C'était pas prémédité, Non, de non, sa non, part, non. peut-être. Bon, ben j'en profite pour te remercier, ainsi que toute l'équipe du festival qui fait un travail incroyable depuis maintenant combien? 3 ans? J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Voilà. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai Par que... contre, ça se boit pas cul sec. Hein. Oui, Vous non, mais je sais appréciez. bien. Eh ben, écoutez, voilà, on n'est pas, voilà, on est. Santé alors. pas Santé. le Merci, dernier. voilà. En plus, c'est du bon. Hein. Il est très bon. Eh ben, merci de me laisser la parole. Du coup, bah, c'est à moi en fait là Je le maintenant. mets de côté, sinon je vais me Très faire taper sur les doigts. Je parle du coup. Bah, non, mais je suis ravi de partager avec vous cette expérience de recettes pompettes. En gros, je vais vous raconter un petit peu des trucs de manière totalement non interactive pendant une vingtaine de minutes. Donc, ceux qui veulent faire autre chose peuvent faire autre chose. Et après, vous pourrez poser des questions, voilà, gentilles de préférence ou pas. Donc, en fait, déjà pour ceux qui ne connaissent pas le Studio Bagel, qui ne connaît pas le Studio Bagel? J'avais dit non interactif, mais bon, hein, c'était une blague. Hein. Qui ne connaît pas le Studio Bagel? Ah oui, du coup, il était sous le Studio Bagel. Bon, mais je pense que vous ne connaissez pas bien le Studio Bagel, donc je vais quand même vous dire, non, sinon j'ai 5 slides qui sautent, donc c'est pas non plus... Non, mais bref, en gros, on s'est créé, je vous la fais courte, on s'est créé en 2012, à la base 12 talents historiques. On a commencé à faire des vidéos de manière régulière sur les internets et principalement sur YouTube. On a été repéré par Canal pour notre esprit irrévérencieux et humoristique. Et on est arrivé sur l'antenne de Canal à travers divers formats courts. Et on a intégré même le groupe Canal, ça c'était le pompon, en 2014. Et maintenant, on a diversifié un petit peu tout ce qu'on fait au Studio Bagel et on ne fait plus que les programmes des talents du Studio Bagel, on développe d'autres chaînes et d'autres talents. Donc en gros, on a 3 métiers. Là aussi, ça va aller très vite. On a la production, on fabrique. On est une agence qui travaille avec les marques. Et on est un mot complètement barbare, un sigle de 3 lettres, un MCN, un Multi-Channel Network. Vous savez ce que c'est qu'un Multi-Channel Network ? Non, vous savez pas. En gros, c'est un réseau, en français, un réseau multi-chaînes. Donc en gros, c'est une entité qui agglomère des chaînes de talents hein, et qui leur donne des choses, des fonctions support, des studios, de l'appui financier, une régie publicitaire, une agence qui les met en contact avec des marques, etc. Il y en a plusieurs dans le monde. Et nous, en France, on a fait partie des premiers, on va dire, installés à développer, surtout sur le territoire de la comédie. Alors, en gros, pourquoi on est talent-centré? Parce qu'en fait, on se concentre sur... plusieurs groupes de talents, il y a des chaînes originales, il y a des chaînes affiliées et il y a des programmes courts. Donc en gros, les chaînes originales, c'est les chaînes qu'on va créer de toutes pièces. Je reviendrai peut-être une prochaine année pour vous parler de certaines, hein, notamment comme nous, NOU, qu'on vient de créer, qui est une chaîne de prank, hein, de caméras cachées, en fait, qui marche très fort, qui est déjà à 500 000 abonnés alors qu'on l'a créé il y a 4 mois. Et après, bien sûr, des déclinaisons de Studio Bagel comme Studio Movie, Studio Gaming, Bat et Gaël, La Biscotte qui est une chaîne de sport et les recettes pompettes, on va en parler très vite. Les chaînes affiliées, c'est en gros des talents qui nous intéressent, qui sont dans notre esprit, dans notre communauté d'esprit malade et qu'on va signer, à qui on va apporter un soutien. Donc comme Internet, comme 10 minutes à perdre, comme tous les talents que vous voyez là, Solange te parle, etc. En passant Pécho, enfin voilà. Et du coup, ceux-là aussi font partie de notre galaxie. Et en gros, voilà, c'est toute une bande de talents qui travaillent aussi ensemble, parfois sur des collaborations. Et c'est ça qu'on aime bien. Et bien sûr, c'est un peu une évolution aussi quelque part, c'est de se dire que derrière on essaie de développer des formats, c'est aussi tout l'intérêt de notre intégration au groupe Canal aujourd'hui, c'est qu'on essaie de développer des formats sur le digital, on essaie d'acquérir une audience sur le digital et ensuite d'aller voir nos grands frères et nos grandes sœurs de Canal+, ou de C8, ou etc. et de leur proposer des choses. Donc c'est comme ça qu'on voit l'Hollywood aller du web jusqu'à C17, Feed aujourd'hui sur Canal et le reste sur Canal. Et les nouveaux formats cette année, bon, bref, ça fait l'objet d'une autre conférence de 4 heures, donc je passe assez rapidement. Alors, Poulpe, on y vient. Donc, Monsieur Poulpe est un des talents du Studio Bagel. Historiquement, il a fait partie des premiers
et il était directeur d'écriture. Donc en gros, c'est lui qui organise l'écriture au studio Bagel depuis l'origine. Et avant ça, c'est un pionnier de l'Internet, parce que ça fait 15 ans qu'il fait des vidéos sur Internet. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient Internet il y a 15 ans, mais en tout cas, lui, il l'avait déjà. Et il postait des vidéos sur des trucs bizarres comme QuickTime, etc. Et il avait d'ailleurs une émission de cuisine qui s'appelle Mange mon geek, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une émission qui proposait des recettes geeks. Donc, par exemple, je sais pas, le riz au coca, des trucs comme ça. C'est dégueulasse. Mais en tout cas, c'est très marrant à regarder. Et donc, vous pouvez aller voir, hein, il y a encore des vidéos de Mange mon geek sur YouTube. Et donc, très naturellement, il était intéressé par la cuisine. Moi aussi, parce que par mon passé, j'ai produit des émissions culinaires. Et en fait, il se trouve qu'il y a une espèce de momentum où il s'est fait écarter de la météo. C'était un monsieur météo sur Canal. Et en fait, à ce moment-là, il était un peu désœuvré. Et comme moi, je suis un peu le SAV des talents de Canal, quand ils se font virer de l'antenne, moi, généralement, je les récupère et on essaye de faire des trucs bien pour qu'ils restent dans le giron du groupe. Utiliser aussi le web comme ça, hein, pour continuer qu'ils fassent partie de je vais boire du vin parce que j'arrive pas à parler. Continuer à ce qu'ils fassent partie de la famille Canal. Il est très bon ce vin. Mais sans forcément les impliquer à l'antenne. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'adapter Recette Pompette, qui était un format québécois. Et on a eu l'idée parce que, en fait, ce format, pardon, oula, on est parti très haut dans les aigus. Ce format est une C'est la émission. Marsanne, hein, c'est normal, Ouais, c'est comme ça. Hein. On est parti très haut dans les aigus. Une émission canadienne à succès, donc présentée par Eric Savaille, donc depuis 2015, sur la chaîne VTV, donc une chaîne privée, hein, au Québec, sévissait donc Eric Savaille avec cette série d'émissions. Et en fait, c'était un concept totalement original. Hein, c'est une création d'Eric Savaille lui-même et de sa productrice, Viviane. Et donc, on est tombé là-dessus. Je vous montre un petit extrait et vous allez comprendre pourquoi ça nous a fait beaucoup rire et pourquoi on a voulu l'adapter. Je sais que toi, quand t'es pompette, t'aimes beaucoup le goldfish. Alors, j'ai pensé à toi parce que on a vraiment un plat ici. OK? Attends, je vais voir. Maintenant, j'aimerais que tu fasses la promo de l'émission. Fais la promo ici de l'émission. Ne manquez pas les recettes pompettes avec Xavier Dolan à V. Vas-y. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Ne manquez pas les recettes pompettes avec Xavier Dolan. À V. À vous. Épouvantable. Hey, le bordel qu'on est en train de faire. Ça va pas avec notre éducation. Hein? Voilà. Donc voilà, donc c'est drôle. Enfin, nous, ça nous a fait rire. On est tombé là-dessus grâce à un site Combini, en fait, qui a partagé cette vidéo dans son intégralité, puisqu'elle est disponible sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube de l'émission québécoise Recettes Pompettes. Et on s'est renseigné, on s'est rendu compte, au-delà de l'hilarité de cette émission, que c'était une émission qui était l'émission quasiment la plus regardée au Québec chez les 18-49 ans, et qui a été depuis multiprimée. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un marché de programmes qui s'appelle le MIP. Me demandez pas de vous dire ce que ça veut dire les lettres, je sais pas. Peut-être toi tu sais. C'est bizarre, voilà. Et donc c'est un marché international des programmes en fait. Voilà, c'est tout simple. J'essaie de vous stimuler, mais il n'y en a pas vraiment qui répondent. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Donc en fait, on a dans le cadre de ce marché-là, on a contacté la productrice, la Viviane, qui donc travaille à Savaille Productions, et on a pris les droits. Donc on était assez fiers parce que c'était la première fois. Ah, c'est là. C'était la première fois qu'en fait, un format était racheté, un format de télé était racheté par une chaîne YouTube. Alors, quand on dit racheter, ça fait un peu capitaliste, on a l'impression qu'on met les gros billets sur la table, mais en fait, on prend ce qui s'appelle une option. Donc, en gros, on va donner une petite somme d'argent pour bloquer le format sur un territoire, et ensuite, tant qu'on n'a pas produit l'émission, on verse. Et après, en fait, on verse sur un pourcentage du budget de l'émission à l'auteur initial, enfin à la production initiale donc à Savaille. Donc en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était juste pour vous dire. Et donc en fait, ce rachat, il s'inscrit dans la stratégie de développement du Bagel parce que nous, on a à cœur de faire en sorte que nos talents soient épanouis. Et quand Poulpe vraiment voulait absolument faire cette émission, avec tous les risques que ça peut comporter, parce qu'on n'est pas inconscient, on a compris qu'il y avait peut-être un souci à un moment donné. Donc on a quand même pris le risque et on est quand même allé. Et voilà. Et c'est aussi ça le studio Bagel. Donc tout de suite, à peine l'annonce a été faite de l'adaptation possible, on n'avait même pas posté encore de vidéo
que la presse a commencé à... Donc là, c'est des articles un peu mélangés d'avant, d'après, mais grosso modo, on a une revue de presse qui peut caler des portes, hein, globalement. Donc, et ça a été assez impressionnant. Donc, en fait, comment on a adapté ce format? On l'a adapté en respectant... alors, donc ça, c'est les différents invités qu'on a eu cette saison. On a fait 8 émissions avec des invités voilà, un peu variés, cinéma, télé, etc. Pas beaucoup de filles, malheureusement, on n'en a que 2. Je pense que c'est aussi dû à un rapport poids, absorption d'alcool, mais qui fait que c'est un peu plus compliqué. Mais je ne vais pas faire de sexisme alcoolique. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Mais voilà, en gros, voilà, ça, c'est les émissions qu'on a fait. Donc, on a fait une adaptation libre, et ça, c'est chouette de la part de Eric Savaille de nous avoir d'avoir pu faire en sorte qu'on adapte le truc un peu librement. C'est-à-dire qu'il y a, vous allez voir, je ne sais pas qui a déjà regardé l'émission, levez la main. D'accord, c'est super. Donc vous voyez, il y a des choses comme l'appel pompette, qui était dans le format original. Il y avait des choses comme l'interview au coin du four, qui est un moment où on est un peu intimiste et tout, qui était dans le format original, qu'on a conservé, hein, parce que ça c'était super. Et après, on a ajouté des trucs. Donc par exemple, je ne sais pas, tu es fan de quoi, par exemple? De musique. Tu es fan de musique, et ben typiquement, on rajoute à un moment donné un live. Et puis on se dit c'est une bonne idée, et du coup on le rajoute à chaque fois. Donc en fait, on a mis un interlude musical à chaque fois, et ça nous permet aussi de découvrir des groupes. On fait de la prescription musicale. C'est pas que pour faire plaisir à Vincent Bolloré et à Universal Music. Voilà. Donc on a aussi des jeux à boire, on a aussi des trucs comme ça qu'on invente pour faire plaisir aux invités, comme des surprises. Donc c'est une émission qui est très écrite en amont. Et par exemple, pour Frédéric Becbédé, on a inventé ça. Je te cache pas que, en fait, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit qu'il y avait un truc qui te gênait, c'est quand tu étais dans cet état-là, c'est quand les gens ils te posaient des questions sur tes livres et toi, tu n'arrivais pas à articuler pour parler de tes livres. Ça arrive souvent, oui. Ouais. Je me suis dit, ça te ferait plaisir, vu dans l'état dans lequel tu es, qu'on t'organise une conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, tout ça, c'est des journalistes qui vont te poser des questions. Et en fait, tu crois que c'est une vanne, mais c'est une vraie conférence de presse. Putain, merde. Bonsoir, Karine Pessard pour Télérama. Selon vous, le divertissement est-il une sorte de pharmacone au sens où l'entendait Socrate, à savoir qu'il est à la fois le poison et son remède, à savoir qu'il ouvre en même temps une porte ouverte sur la complexité du monde, sur notre façon de la percevoir, et en même temps, en nous divertissant, il endort en quelque sorte notre capacité de révolte, de réaction et de pensée alternative aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'aurais aimé avoir votre avis sur cette question. Oui. En fait, oui. C'est-à-dire que vous dites... Télérama, Frédéric. Oh, putain, c'est important. Ouais. Télérama, c'est important. C'est important. La question que vous posez, c'est la question du divertissement. En gros, vous posez la même question que Blaise Pascal. Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est un but? Mon film, il est à la fois divertissant et il essaye d'avertir. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas incompatible de faire quelque chose de distrayant et en même temps quelque chose qui soit un appel au secours, un cri d'alarme et de révolte. Il s'en est quand même pas mal sorti. Donc, un petit tour sur les chiffres. Donc, on a fait ces 8 émissions. Et donc, en moyenne, on fait 1,3 million par émission. Au total, ça fait 12 millions de vues sur la saison. Et on a glané 382 000 abonnés. Alors, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'on est parti de zéro dans le sens où Poulpe a une communauté Facebook, Twitter, autour de 50-100 000 followers. Donc, c'est pas énorme. Que la chaîne Recette Pompette, quand on l'a créée, on l'a créée. Donc, il y a 0 abonné. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout de suite une adhésion. Et voilà. Et donc, on est très content de ça parce qu'on peut aussi créer des formats ou adapter des formats, hein, quand on a moins d'imagination, qui arrivent ex nihilo à intéresser les gens et à constituer une audience. On n'est pas obligé forcément d'être un youtubeur star, parce que Poulpe n'est pas un youtubeur star. Hein, vraiment, il n'a pas une audience puissante sur le digital pour créer quelque chose de chouette. Donc, en gros, alors après, si on revient un petit peu en arrière, parce que là, je suis passé un petit peu vite, j'ai essayé de vous enfumer, mais on va parler de la polémique autour de l'émission. En gros, pour revenir chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on met le teaser en ligne, en gros fin mars de l'année dernière. Et c'est juste le teaser, c'est-à-dire qu'on voit la première émission est un Stéphane Bern. Donc on voit Stéphane Bern qui prend quelques shots, qui rigole, etc. Un teaser très sympathique qui dure 1 minute. À ce moment-là,
en fait, ça a déclenché un buzz puisque la presse était déjà prête, puisqu'ils avaient déjà on avait déjà un peu communiqué sur le fait que le format allait être adapté. Donc ce truc-là a été relayé énormément. Je crois que le teaser a fait plus d'1 million de vues en 24 heures. Et bien à ce moment-là, ce qui est passé, c'est qu'il y a une association qui s'appelle l'ANPAR, qui est l'Association nationale de prévention anti-alcool et addiction, voilà, qui a déposé une requête auprès du ministre de la Santé. J'ai du mal à déglutir. Et auprès du ministère de la Culture. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec un courrier dans ma boîte mail, ça fait bizarre, ça fait tout drôle, de la ministre de la Santé qui vous dit, en gros, retirez le teaser et ne faites pas l'émission. Donc à ce moment-là, on avait bien sûr anticipé, on n'est pas des guignols, enfin pas tout le temps, enfin pas le matin, en l'occurrence j'ai reçu ce mail ce matin, le matin, et donc on avait anticipé, on avait fait une analyse juridique approfondie, et même on avait pris des précautions morales dans le sens où l'émission est précédée d'un avertissement, donc il faut regarder l'émission avec un adulte, enfin non, il faut regarder l'émission, non j'ai dit de la merde, non, il ne faut pas regarder l'émission si on est mineur, et puis et voilà, on met toutes les réserves qu'il faut, on n'est pas dans une promotion pour une marque d'alcool quelconque, parce qu'on ne voit jamais en fait une marque, etc. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que depuis 2009 en France, la publicité pour l'alcool est autorisée sur le web. Donc en gros, si je schématise, on peut payer une tonne d'argent pour faire de la publicité pour de la bière ou du whisky sur YouTube, mais quand on se creuse la tête et qu'on fait travailler des talents et toute une équipe et qu'on essaie de faire une émission divertissante, là on n'a pas le droit. Et pourtant, en fait, c'est plus grave de potentiellement faire une vraie publicité qui dit achète ma bière ou achète ma marque de whisky et de la bastonner partout que de faire une émission. Donc, mais ça, c'est pour un argument moral. Mais en tout cas, d'une manière purement juridique, c'est complètement autorisé. La loi E20 aujourd'hui, ce qu'elle dit en France, et le Code de la santé publique, c'est qu'en télé, effectivement, on n'a pas le droit de montrer de l'alcool et de montrer de la consommation d'alcool. Voilà. Mais par contre, sur le web, c'est autorisé, et la publicité, en plus, est autorisée depuis 2009. Donc, en fait, nous, on a été complètement en phase avec cette analyse juridique-là, ce qui a quand même pas empêché la ministre de nous mettre une pression plus de l'ordre de politique, en fait, pour nous enjoindre à retirer l'émission, ce qui, en soi, peut se comprendre, puisqu'elle est dans son rôle de prévention et de lutte contre l'alcoolémie et l'addiction. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais en même temps, nous, ce qu'on a déploré par rapport à ça, c'est qu'il aurait été peut-être plus efficace plutôt de créer un espèce de bad buzz autour des pouvoirs publics, parce que c'est ce qui s'est passé, en fait. Tout le monde nous a pris en empathie. Il aurait été plus efficace de nous contacter, de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et moi, j'aurais été ravi de faire une campagne de prévention voilà, et de balancer des messages à tire-larigot. Voilà. Mais d'ailleurs, ce qu'on fait dans l'émission, si vous la regardez, systématiquement, on fait un appel à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'ensuite, le feuilleton n'est pas terminé, puisque le CSA, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance de merde là, depuis que je parle de ça. Mais ça se finit bien quand même. Hein. Le CSA nous convoque à un moment donné pour nous interroger sur la qualification de SMAD. Alors, je rentre un tout petit peu dans les détails parce que pour moi, c'est intéressant. Il y a un débat là-dessus. Un SMAD, c'est un service média audiovisuel à la demande. Donc, le CSA nous dit, vous êtes un SMAD, d'accord ? Donc, vous êtes soumis à des règles qui s'appliquent comme un service média audiovisuel à la demande issu de la télé ou autre. Donc, parce que vous êtes un acteur professionnel, que vous diffusez des émissions à qualité professionnelle, que vous diffusez ça de manière régulière à une audience importante. En gros, c'est des critères qui viennent d'un arrêt de la jurisprudence européenne, mais qui ne sont pas vraiment indiqués précisément par le législateur. Ça pique un peu là, ce que je dis, je suis désolé. Mais en gros, là où nous, on conteste ça, c'est qu'il y a deux problèmes. Si nous, on est un SMAD, ça veut dire que vous et votre compte Instagram, potentiellement, vous êtes un SMAD. Puisque qu'est-ce qui nous différencie ? Si demain, vous décidez d'investir, comme le font certains youtubeurs, dans une équipe de production ou dans des moyens de production professionnels, pour diffuser une émission sur vos réseaux personnels, mais cette émission se retrouve, ou ce programme, peu importe, se retrouve à toucher des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des millions, comme ça se passe tous les jours quand il y a un youtubeur qui connaît le succès, ça veut dire que vous êtes un SMAD, ça veut dire que vous êtes soumis aux règles, toutes ces règles-là qui sont contraignantes, mais je vais plus loin, il y a d'autres règles aussi. Par exemple, il y a les règles de pluralisme. C'est-à-dire, en gros, si vous faites parler quelqu'un qui a des idées de gauche, il faut venir faire parler quelqu'un qui a des idées de droite, et ainsi de suite. Donc, en nous qualifiant de SMAD, ça veut dire que le CSA est obligé de réguler
vous imaginez combien de personnes, de comptes, de chaînes YouTube, bon là c'est pas un immeuble qu'ils ont à Paris, c'est un quartier entier pour réguler l'Internet. Et en plus, les émissions de Recettes Pompettes Québec sont disponibles depuis 2015 sur Internet, en libre accès. Donc dans quelle mesure et deuxième point, on n'est pas en rupture contre le principe d'égalité, puisqu'au final, moi j'ai le droit de faire ça, mais vous n'avez pas le droit, c'est contre le principe d'égalité. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. Et voilà. Et donc toujours est-il que dans ce flou-là, et avec les arguments de bonne foi qu'on a nous, et surtout avec deux derniers éléments qui sont très importants pour nous, et j'en terminerai là-dessus parce que c'est vraiment chiant, qui sont que l'émission ne réalise pas de profit. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de s'enrichir sur, on va dire, la promotion d'une valeur ou d'une cause putassière qui ferait de l'audience. Alors oui, on fait de l'audience, mais on est à perte de beaucoup d'argent sur cette émission parce que l'ambition de cette émission, c'est de révéler un talent et de renouveler le genre de l'émission d'accueil. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'émission touche un public à 95% de plus de 18 ans. Mais est-ce que c'est plus grave, je pose la question, de regarder Recettes Pompettes ou de jouer au jeu Piccolo que vous pouvez télécharger sur l'application, sur l'App Store? Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Piccolo? Qui connaît ce jeu? Oui, voilà. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est un jeu à boire qui encourage à l'habitude. Pour le coup, ça encourage à boire beaucoup. Je pense que ce jeu-là fait plus boire qu'une émission. Et pour le coup, il n'est pas régulé, il n'est pas interdit. Donc voilà. Après, je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus, ou pas. Mais voilà. Donc, comment on a géré ce truc-là? On ne s'est pas épanché dans les médias. On n'en a pas fait des tonnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en gros, on a fait une seule prise de parole au Petit Journal. On a fait une interview de Poulpe et ensuite on a fait un message à notre communauté sur Facebook en expliquant les raisons que je viens de vous expliquer de manière assez claire. Et voilà, c'est tout. Et le truc s'est éteint. On a fait les émissions. Bien sûr, l'association a continué à développer son argumentaire et avec le droit qu'elle a pour le faire. Et nous, à continuer à développer nos arguments. Et donc pour moi, le cœur de l'émission et le cœur de la proposition, c'est ça. L'alcool, c'est un outil dans cette émission pour amener l'invité à se montrer. Putain, c'est la première fois que je cite Poulpe, quoi. C'est génial. Le mec est cité, quoi. Et donc, bientôt, il sera appris dans les écoles. Non, mais voilà. Donc, l'alcool est vraiment un artifice qui permet de renouveler le genre, encore une fois, de l'émission d'accueil. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça, qui m'a saisi quand j'ai regardé l'émission avec Dolan. Je me suis dit, c'est génial, les mecs ont plein d'idées. Et j'espère que les producteurs de magazines qui reçoivent des invités auront aussi autant d'idées que ça. Parce que l'alcool, c'est une chose, mais il y a plein d'autres jeux, plein de trucs qui sont vraiment marrants dans cette émission. Et c'est ce que nous, on fait. Donc, voilà, moi je pense que je voulais juste vous montrer un extrait qui illustre un peu ce que je viens de dire. L'alcool permet de mettre en condition, et typiquement il y a un exemple, c'est Stéphane Bern qui nous a dit des trucs hyper touchants, et j'espère que ça vous fera pleurer parce que moi ça m'a fait chialer. Et voilà, et effectivement l'alcool a permis ça. Après c'est sûr que c'est avec modération et qu'on n'est pas là pour faire l'apologie de l'alcool, mais voilà, ça c'est le but de l'émission, c'est d'arriver à des séquences comme ça. Ça ne m'a pas changé, la télé, parce que j'ai eu une éducation. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont donné des règles. C'était très dur, peut-être, à vivre. C'est comme la peau d'un rhinocéros. C'est très dur à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. En même temps, je n'ai pas dépecé de rhinocéros. On a une pince Monseigneur, si tu veux, après. Oui. L'animateur préféré des Français 2014, c'était un truc qui comptait pour toi? Mais ou pas du tout, parce non. que, ça parce que là, ça te tombe dessus, tu te dis, je peux que redescendre. Moi, j'ai une devise dans la vie, c'est reste à ta place pour éviter qu'on t'y remette. Parce qu'on n'est rien, nous. Et comment tu vis l'arrêt de Comment ça va bien? Oh, je le vis très bien. France Télévisions a décidé d'arrêter cette émission. Ils ont décidé d'arrêter avec mon accord en disant, bon, ça va, les eyeliners et les nail art, t'as fait le tour. D'accord. On ne peut pas tellement inventer de choses. Et toi, tu as l'impression d'être arrivé Je crois aussi, que je suis arrivé au bout du truc. Mais chaque chose a une fin. Il ne faut pas pleurer à ce moment-là. Et est-ce que ça t'a fait peur, le fait que, par exemple, Julien Lepers soit remplacé, etc. Personne n'est propriétaire de sa case. J'aimais beaucoup Julien Lepers, mais il n'est pas propriétaire de sa case. Je ne suis que l'homme du temps qui passe. J'ai une dernière question, Oui. Stéphane. Pourquoi ce rouleau à pâtisserie? Je vais te faire une confidence. Confie-moi. C'est que j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. Et... Les gâteaux? Ouais. Ouais. Je faisais les gâteaux avec elle. Allez, on passe à la suite de la recette. Voilà,
Enfin, moi, je vois pas trop ça sur des plateaux de télé quand on reçoit des invités. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'émission et plein d'autres trucs vachement drôles. Hein. On n'est pas là pour se flinguer le moral. Et donc, pour terminer, et après, je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a. Le devoir d'innovation du web, vous avez 3 heures. Non, mais voilà, en gros, c'est ça le truc. C'est que aujourd'hui, on est dans un monde formidable où il y a des trucs foisonnants dans tous les sens sur le web. La télé est pas du tout morte. La télé doit juste se réinventer et tirer les leçons de ce que le web peut lui apporter. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire en pont entre le web et la télé. Je suis pas en train de dire que c'est du caca la télé. Je suis en train de juste dire que la télé doit se remettre en question et doit se dire aujourd'hui où j'en suis, où je peux aller et comment je regarde de manière curieuse ce qui se passe autour, sans me dire ah ouais, non mais ça c'est du truc du web, ça marchera pas en télé. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je pense que les directeurs des programmes illustres que l'ont été Alain de Greff et tous les grands noms de la télé en française ont justement été dans une curiosité permanente. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir déjà dans un premier temps. Merci. Et on a encore passablement de temps pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Oui, alors, jeune homme, alors il y a un micro qui va arriver. Avant qu'il finisse son verre. Sinon... Il y en a encore, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, Bonjour. pas plein. J'avais une question concernant, vous avez parlé d'irrévérence au début de votre présentation. Quel est le but d'intégrer un groupe comme Canal+, dont on connaît les méthodes du patron? Alors, moi, mon patron, elle s'appelle Ariel Saraco. Et c'est une femme absolument formidable qui travaille à Canal depuis 20 ans. Je crois qu'il est dans les murs depuis 1984 et qui est à l'origine de Bref, de KDO, des Nuls, de Bureau des légendes, de Versailles, de la série de Paolo Sorrentino, Young Pop, que vous allez découvrir bientôt sur Canal. Et donc moi, c'est ça qui me plaît dans Canal+, aujourd'hui. Et le soutien du cinéma. Moi, mon but... à moyen terme et à court terme, à plus court terme, je l'espère, c'est de faire de la série et du cinéma. Et pour moi, ça, c'est des figures aspirationnelles. Donc aujourd'hui, moi, je suis content de travailler avec cette personne. Après, le groupe se cherche, le groupe est en mutation. On ne va pas se dire des conneries. Il y a des erreurs qui sont faites, il y a des corrections qui sont opérées. Voilà. Mais je pense que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Quand on voit ce qui se passe à France Télévisions, où l'accès est complètement dévasté, il faut se méfier des effets de marché qui peuvent aller et venir. Après, je ne suis pas en train de remettre en cause les polémiques existantes. Je dis juste que moi, aujourd'hui, je fais mon travail à Canal. Je le fais bien. Je pense qu'on peut le faire encore dans des conditions qui sont très acceptables pour les talents et qui peuvent donner ce genre de trucs. Moi, je ne sais pas si ça, c'est possible de le faire dans le groupe TF1, dans le groupe M6 ou dans le groupe France Télévisions. Je ne pense pas que ça soit possible. Donc voilà, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc je prolonge juste. Donc du coup, il n'y a Oui, pas ça de fait 2 questions. différence. Il n'y a pas de différence entre Studio Bagel avant et Studio Bagel Canal+. Non, il n'y a pas de différence parce qu'il y a une continuité totale dans les gens dans la bienveillance qu'il y a autour de nous dans la maison. On ne sait pas censurer de texte, on fait mash-up. Alors que mash-up sur le Grand Journal, ça m'a fait marrer parce que ça a été cité dans je ne sais plus quel article comme un des programmes anti-Bolloré. Alors c'est vrai qu'on fait des blagues sur Bolloré de temps en temps, mais voilà, enfin je veux dire, on n'est pas du tout relus. Et si on l'est, c'est pas réel. Donc bah voilà, elle nous le relie avec un sens artistique, mais pas forcément avec un sens de la hiérarchie, quoi. Merci. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Juste concernant la stratégie du Studio Bagel, est-ce que vous comptez aussi faire d'autres émissions avec un animateur qui a une forte personnalité très intéressante comme Poulpe? Et j'ai une deuxième question après, je le dis au passage. Est-ce que c'est vraiment tout le temps de la vodka ou c'est un peu dilué à l'eau parfois? Alors, la première question, j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire d'autres émissions avec Poulpe? Non, avec d'autres animateurs. Tu veux dire, est-ce qu'on va se lancer dans d'autres émissions? En fait, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un truc. On est très opportuniste dans notre manière de. Opportuniste dans le sens positif du terme. Tu vois, c'est-à-dire à l'opportunité. C'est-à-dire que là, on a une opportunité, on a un moment où il y a un talent qui rencontre une envie, qui rencontre une possibilité, et on y va. On ne se dit pas, il nous faut un access prime time de 26 minutes, donc il faut qu'on travaille sur un magazine de cuisine ou un magazine de jeux, enfin un truc, tu vois. Donc si, par exemple, là, on a fait les Nous,
dont je parlais tout à l'heure, on pourrait très bien développer une émission de caméra cachée, tu vois, typiquement. Mais parce que c'est un truc qui est opportun par rapport à ce qu'on fait sur le web. Et pour ta deuxième question, du coup, qui était, j'ai une mémoire de poisson Est-ce que rouge. c'est tout le temps de la vodka ou c'est vraiment un peu de duo Ah oui, quand oui, même parce que ça d'accord. paraît assez impressionnant vu tout ce qui s'en Alors en fait, déjà l'émission se tourne sur une durée, enfin ça dure pas, le tournage dure pas 30 minutes, t'imagines bien. Donc déjà ça se prolonge sur plusieurs heures. Donc c'est vrai que voilà, il y a un certain nombre de shots importants, mais c'est sur plusieurs heures. Et heureusement que on est dilué. On est sur, en gros, il y a 2 bouteilles. Il y a une bouteille de vodka et après une bouteille de vodka eau. Et voilà. Et à un moment donné, nous, on est là pour doser aussi. Et on fait Poulpe a un réalisateur présent, Henri Poulain, et qui fait un travail génial, et Arthur Piluperier, qui est son auteur, avec qui il imagine en fait toutes les conneries dans l'émission. Et du coup, ils lui parlent. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des making-of, mais on s'adresse aussi à Poulpe, on arrête le tournage. Enfin voilà. C'est une émission où il n'y a pas vraiment de barrière entre le devant et le derrière. Donc, rien à voir avec voilà. Mais du coup, on lui parle et on est capable de doser le truc. Merci. Une autre question. Alors, monsieur, juste... Pardon ? Ne me tentez pas, monsieur. Voilà. Non, parce que... Alors, quelque chose de moderne. Ouais. Quelque chose de possiblement légalisable dans quelques... Exactement. Ouais, non. Non, mais après, on est dans... Non, mais je vous ai dit, on est dans... Enfin, on est dans la légalité aujourd'hui, et je comprends que ça puisse choquer, mais je pense qu'il faut utiliser la force potentiellement de l'audience de cette émission pour véhiculer des messages de prévention. Mais non, mais moi aussi, c'est une plaisanterie. Là. Du coup, je repartais dans un truc chiant, pardon. Merci de me rappeler à l'ordre. Une question juste devant. Voilà, oui, 2 questions. Merci. Est-ce qu'il y a une ambition de faire de la télé derrière ? Enfin, j'ai le souvenir de la diffusion d'une soirée spéciale sur Canal des studios Bagel, qui était plutôt réussie. Alors, tu es très mal renseigné. Ah bon ? Ouais. En fait, on a fait 11 formats courts depuis 3 ans en télé. On a fait les premiers, c'était Groom Service. Après, on a fait les tutos, on a fait le dézapping, on a fait Filles d'aujourd'hui, etc., etc. Je les ai cités à un moment. Cette année, on a 4 programmes en télé, qui sont des formats courts avec différents talents. Et on a une émission qui s'appelle Le Tour du Bagel, qui est diffusée tous les mercredis, qui dure 20 minutes, et dont le concept est de faire le tour d'une thématique à travers 5 sketchs, où il y a tous les talents du bagel. Et après, on continue de travailler sur des concepts d'émissions spéciales, peut-être en prime time, peut-être pas que sur Canal. Mais voilà, de toute manière, la télé, c'est un outil pour nous, et c'est un outil pour avoir des moyens aussi, et pour faire des choses plus ambitieuses. Et voilà. Et la série, on travaille aussi sur la série. Donc voilà, donc il y a des choses en format court et en événements de divertissement qui existent déjà, et on travaille sur d'autres trucs. D'accord. Et c'était quoi alors le truc que j'ai vu à la télé ? C'était un espèce de programme. C'était le Tour du Bagel. Ça s'appelait comme ça ? Avec Marion Séclin et tout, dans un campus. C'est le Tour du Bagel. C'était ça. Spécial. Okay. En fait, on a fait, il y avait des thèmes, université. Donc on a fait la thématique, c'était université. On a fait le tour de cette thématique. Il y avait 5 sketchs sur université. Donc il y avait une comédie musicale. Voilà, c'est peut-être ça que tu as vu. Ou... Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu parles de faire des séries, ce serait pour le web. La meuf me tutoie directement. Quoi. Ouais, bah oui, on est copains. Non, mais quand tu parles de séries, ce serait pour le web ou la série sur le web, on en fait déjà. Ouais. On a fait le département sur Internet. On en a fait pas mal. Mais on fait 10 nouvelles vidéos par semaine sur l'ensemble des chaînes qu'on a, donc ça fait beaucoup de volume. Okay. Et après, en télé, on est en train de développer une série. Ouais. On est en train de développer une série, mais là, on est en train d'écrire, donc ça arrivera en 2017, je pense. Mais voilà, c'est trop tôt pour en parler. Ça me fait une occasion de revenir à Lausanne. Okay. Merci. Une autre question juste à côté. Bonjour. Moi, j'ai une question Bonjour. par rapport... je reviens sur le sujet de l'alcool. Je voulais savoir ce que c'était le fin mot de l'histoire. Puisque, je sais pas. Le fin mot, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui, on a avancé nos arguments, et aujourd'hui, en l'état actuel de la loi et de la réglementation, on n'est pas en tort en fait. Donc après, à considérer que le CSA nous qualifie de SMAD, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là, dans ce cas-là, si on est qualifié de SMAD, effectivement, on ne pourra plus émettre. Donc je lance un appel aux diffuseurs télé suisses. Qu'il y en aura un qui voudra nous diffuser, un peu comme Radio Londres. Mais voilà, si on est qualifié de SMAD, effectivement, on aura un souci. Mais sinon, non. Et pour rappeler, effectivement, je pense que c'est... Enfin, après, le CSA peut décider de nous qualifier de SMAD. Mais s'il le fait,
ça sera des conséquences que j'ai expliquées tout à l'heure, qui est potentiellement que ton compte Instagram soit susceptible de respecter les règles. Et donc, à chaque fois que tu te prends en selfie avec une bière, bah, malheureusement pour toi, ça sera censuré. Du coup, vous allez quand même continuer à essayer d'en refaire, quoi. Ah bah, on est sur la 2e saison. On a même tourné le premier épisode de la 2e saison. Merci. Une autre question? N'hésitez pas. Oui, au fond de la salle. Vas-y, Greg. Un peu de sport. Ça va toujours? Pleine forme? Au top. Au top, magnifique. Moi, je voulais savoir si vous aviez été approché suite au buzz je suis un peu dans la lumière. Des recettes pompettes, peut-être par des sponsors, justement, de boissons alcoolisées qui auraient voulu, comme vous avez fait parfois, des contenus, on se souvient d'Orangina notamment, Ouais. s'il y avait eu des marques de boissons alcoolisées qui avaient voulu profiter de ça. Non, mais même si elle nous avait contactés, on n'y serait pas allé. Pour le coup, là, on rentre dans une frontière complètement trouble et là, pour le coup, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, non, on a été... en fait, comme je l'ai dit, l'émission, elle n'a pas vocation à nous rapporter de l'argent. Donc, on a pris le sponsor Take It Easy. C'était une bonne idée parce qu'effectivement, c'est la commande de bouffe, donc c'est un truc. Bon, après, ils ont fait faillite, donc. mais c'est pas de notre faute, je vous rassure. C'est juste que voilà, leur boîte marchait pas. Mais on n'a pas vocation à être une entreprise de promotion de l'alcool et encore moins de marques qui pourraient en profiter. Donc, éthiquement, nous, ça nous va pas. Après, si on devait avoir un sponsor, ça serait des trucs de bouffe ou des trucs d'électroménager ou des trucs des VTC, par exemple, parce qu'à chaque fois dans l'émission, il y a une scène où on raccompagne l'invité à un VTC. Enfin voilà, mais on fera jamais ça. Ouais. Je me permets de rebondir à cette question. Je me rappelle il y a 3 ans, quand vous étiez venu la première fois à Montreux, il y avait une question sur même pas moi, donc sur la possibilité de s'associer à des marques ou non. Puis vous disiez que c'était vraiment les valeurs portées par la marque et puis le contenu qui vous poussait à aller vers une marque ou non. Est-ce que maintenant vous êtes arrivé à un stade où vous faites plus que de la créa et vous refusez systématiquement justement de faire du branding aussi? Non, en fait, ça fait toujours partie de notre business model. On a une agence interne qui a d'ailleurs grossi ses rangs, parce qu'on a recruté des gens, enfin 2 personnes. J'ai l'impression que je parle de 20 personnes quand je dis ça. Donc qui viennent, maintenant ils sont 4, donc on a doublé les effectifs. Donc qui travaillent sur la commercialisation de nos chaînes, les partenariats, les placements de produits, etc. Mais ça nous permet parfois de financer des choses infinançables. Mais sinon, c'est pas un axe de développement stratégique. Parce que notre ambition, c'est d'être tourné vers le développement artistique de nos talents et de faire en sorte qu'ils arrivent à faire de la série, à faire de la télé, à faire du ciné. Et d'ailleurs, je dis ça, mais certains veulent juste faire du web paisiblement. Donc voilà, pour eux, ça peut rester un modèle économique qui leur suffit. Mais globalement, nous, on va plutôt s'enticher de talents qui seront tournés vers les métiers du groupe Canal, à savoir la série et le cinéma. C'est pour ça qu'on ne signe pas trop des... je suis désolé, j'aimerais tellement signer Dire Caroline. Je ne sais pas si elle est là, mais elle est là ou pas? Je voulais l'humilier en public. Bon, bref. Mais du coup, voilà, la beauté, c'est pas... Voilà. Sauf si elle devient comédienne, mais bon, c'est peut-être dans les projets. Je sais pas. Elle va m'engueuler après. Je crois qu'il y avait une question. Ça vient d'où, ça? C'est moi, ça, non? Je crois que c'est toi, tu as dû passer devant les colonnes avec ton micro. Très sympa, très sympa. Il y avait une question, monsieur, au fond? Oui, alors. On n'entend plus rien là, ça fait bizarre. Hein. Ouais. Bon pour mes acouphènes, ça. Très bien. J'ai retenu que vous disiez que c'était un modèle qui ne gagnait pas d'argent. D'un autre côté, vous êtes dans un groupe comme Canal qui n'est pas connu pour sa philanthropie. Quel est le mode? Oui, j'ai dit que Recettes Pompettes ne gagnait pas d'argent. Voilà, c'est ça. Donc, le modèle économique, c'est quoi? C'est des chaînes qui en payent pour d'autres, c'est ça? En gros, il y a 3 jambes dans le modèle économique. Il y a la production. Ce qu'on fait en télé, c'est de la production comme un producteur normal, c'est-à-dire on fabrique à un prix, on vend à un prix qui est plus cher, puisque voilà, on établit une marge de production qui est le salaire producteur, qui est réinjecté, ces profits-là, au même titre que les profits qu'on peut réaliser quand on travaille avec des marques. Donc en gros, on a 2 activités qui sont très profitables pour une activité qui est très déficitaire. 2 activités profitables ou très profitables qui sont la production pour les marques et la production télé, enfin en gros les séries et les programmes courts, et une activité déficitaire qui est le soutien et le développement de talents sur le digital, qui a un business model en soi, puisqu'il y a des boîtes qui font que ça, mais comme nous on est positionné sur pas vraiment des machines à clics, en gros,
c'est pas notre but, on ne va pas chercher des talents qui sont des machines à clics, bah, c'est moins rentable. Puisqu'on investit beaucoup en production et ça fait moins de vues qu'un mec tout seul dans sa chambre qui se filme où ça coûte que dalle à faire et ça va rapporter, si le mec fait 10 millions, bah, ça va rapporter en gros 7-8 000 euros par vidéo. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Un peu comme un label de musique qui va faire 2 albums de jazz expérimentaux pour un album de chanteuses à voix, quoi, de chanteurs à voix. Puis est-ce que les talents découverts sont censés aller vers Canal? Il y a une exclusivité? On est sur une logique, bien entendu, de travailler pour le groupe Canal, puisque c'est l'ambition. Hein. Mais après, c'est vrai que Canal ne peut pas absorber toute la production et tous les talents qu'on a. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on est quand même on vise assez juste, mais c'est parce qu'on travaille de plus en plus main dans la main, justement avec Ariel dont je parlais tout à l'heure, qui va elle aussi m'indiquer ses besoins et me dire bah voilà, moi je cherche plutôt ci ou ça ou etc. Et donc moi je vais orienter ma recherche là-dessus. Mais c'est vrai que quand on propose quelque chose à Canal et que ça ne trouve pas chaussure à son pied, on peut potentiellement aller faire le truc ailleurs. Jusqu'à maintenant, ça s'est jamais produit, mais on a le droit. Voilà, alors s'il y a encore une question, on peut prendre une dernière. Non, je crois que vous avez été limpide. Ah oui, si. J'ai quasiment fini le verre. Voilà. 1, 2, 1, 2, oui, ça marche. Quels sont vos conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le même domaine que vous? Se lancer comme vous, sur vos pas? Ne pas le faire. Mais ça dépend. Tu parles dans la production? Oui. D'être intègre dans ses choix artistiques. C'est-à-dire que, moi en tout cas, je travaille pour moi. C'est-à-dire je travaille pour ma conviction artistique et je pense qu'on fait un métier suffisamment... Enfin, si j'avais voulu juste gagner de l'argent, j'ai fait les études qu'il faut pour me mettre dans une société voilà, qui vend des petits pois et devenir un cadre marketing et gagner de la thune. Et voilà. Et je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus lucratives que la production télé ou la production ciné. Donc, si on le fait par appât du gain, déjà, il ne faut pas le faire. Donc, il faut le faire par conviction artistique. Alors, je ne fais pas de discours idéaliste à la noix, mais c'est juste que c'est tellement dur parfois de travailler un talent, d'y croire et d'avoir de la conviction que si on n'est pas passionné par la matière, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, et parfois, on est dans des trucs niches qui font qu'il n'y a que nous qui croyons au truc et personne d'autre. Mais on doit quand même s'accrocher parce qu'au final, nous, on est toujours un peu une niche, mais on est un peu moins niche qu'avant. Mais quand on a commencé, moi, mes camarades producteurs me regardaient comme une bête rare à produire à des coûts très faibles dans une économie qui n'existait pas encore. Et donc voilà, c'est la conviction, je pense, qu'il faut avoir. Il faut être passionné. Il faut être passionné et intègre. Et intègre. Enfin, en tout cas, artistiquement. Merci. Merci, c'est beau, hein. Magnifique, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.